Donc Monsieur Margolin va ouvrir cette journée de travail donc en revenant sur l'état historiographique. Pardon. Donc c'est Monsieur Margolin, donc Jean-Louis Margolin, qui présente un état des lieux, des recherches dans ce domaine, effectivement bien plus développé dans des réseaux étrangers qu'en France. Et donc on a grand besoin de ces points historiographiques. Merci. Merci. Je voudrais répéter ce qu'ont dit mes voisins de table, c'est-à-dire que je suis très content, d'une part, fondamentalement, que cet événement puisse avoir lieu, puisque, effectivement, à ma connaissance, ça fait quand même une quarantaine d'années que je m'intéresse à l'Asie du Sud-Est, que j'essaie de travailler dessus, et puis c'est bien la première fois que je participe à un événement aussi important en France, même si on pourrait encore souhaiter qu'il soit plus important, sur cette question grave du niveau terrible des massacres de 1965. Il y a eu à l'échelle mondiale extrêmement peu, d'ailleurs, d'événements de ce genre. Il y en a eu un petit peu en Australie, il y en a eu évidemment aux Pays-Bas, il y en a eu un relativement récemment, en 2009 je crois, à Singapour. Bon, les choses commencent, il est temps, hein, les acteurs, les survivants commencent à prendre beaucoup d'âge, et du point de vue de l'historien, il est plus que temps évidemment d'essayer de recueillir leurs précieuses paroles, leurs précieux témoignages qui peuvent contrebalancer la propagande officielle qui a été faite par le régime de Suharto qui, faut-il le rappeler, s'est maintenu pendant plus de 30 ans, jusqu'en 1998, et encore, si je puis dire, aujourd'hui, il a un certain nombre de beaux restes dans l'Indonésie actuelle, hein, en ce qui concerne sa maîtrise de l'histoire, de l'historiographie, et donc, évidemment, cet effort est particulièrement important, et maintenant, malheureusement, compte tenu de la distance par rapport à l'événement, 50 ans, particulièrement urgent, si on veut parvenir à établir, autant que faire se peut, une histoire, je dirais à la fois bien sûr qui contrebalance le discours officiel et en même temps qui soit une histoire sereine, une histoire non militante, hein, ce qui peut-être me distinguera de certains autres intervenants, ce que j'essaie de faire puisque je suis là évidemment par l'invitation du réseau Indonésie dont je me félicite de l'action et avec qui je suis très content d'entretenir, je pense, les meilleures relations, mais je suis là vraiment en tant qu'historien universitaire et uniquement en tant que cela. Ce qui expliquera peut-être d'ailleurs que sur certains points, ma position pourra paraître en décalage par rapport à certaines autres. Je voulais simplement signaler, toujours à titre liminaire, que vous avez peut-être pu recueillir sur la table à l'entrée, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, le résumé soit en français, soit en anglais de ma communication, qui fait une page, mais bon, compte tenu du retard à l'envoi que je suis obligé de m'excuser, la version complète de ce papier sera, je pense, disponible dans quelques moments à l'entrée de la salle. Je crois qu'on est en train de l'imprimer et je vous invite à la prendre, d'autant plus qu'elle est sans doute un peu plus large que ce que je pourrais dire oralement. Il y a un certain nombre de points sur lesquels je serais obligé de passer très vite oralement pour aller vraiment aux points qui me tiennent le plus à cœur et qui peuvent le plus permettre de débattre ensemble, mais il y a un certain nombre d'autres éléments auxquels je tiens et qui méritent votre attention si vous le souhaitez connaître une version un peu plus complète de ce que je vais dire. Bon, ça me permet d'ailleurs aussi d'aller justement assez vite sur certains points qui sont peut-être un peu mieux connus ou un peu plus décalés par rapport à l'objet principal de nos travaux. Alors j'ai voulu, c'est peut-être un plan un petit peu étrange, mais enfin, bon, ça permet justement, je pense, les débats, diviser mon propos entre simplement deux parties. D'une part, les acquis, ou les acquis moins relatifs, hein, et puis les incertitudes fondamentales qui continuent à exister dans l'ordre de la recherche sur ces événements de 1965-66. Alors, bon, je vais aller très vite donc, sur la présentation que vous connaissez hein, de l'Indonésie de l'époque et puis du déclenchement de ces événements. Hein. Alors, il
faut quand même rappeler, même si encore une fois les spécialistes le savent bien, mais ça doit quand même être souligné, que les événements dits du 30 septembre, qui en fait se sont passés dans les premières heures du 1er octobre, sont loin d'être un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Hein. Le ciel indonésien avait plutôt toutes les caractéristiques du moment où la mousson s'accumule et où les nuages deviennent très noirs depuis déjà un certain temps. Je n'ai pas besoin sans doute de détailler trop, mais on a une sorte quand même de crise générale, hein, du système hérité de l'indépendance de 1949 qui se fait jour en 1965. Crise économique manifestée en particulier par une hyperinflation, mais aussi par de très grandes difficultés à gérer les secteurs producteurs de matières premières très largement nationalisés dans les années précédentes et que l'État indonésien a du mal donc à rendre à nouveau productif. Crise politique, en ce sens que le système de démocratie dite dirigée, en fait un système largement autocratique, voire dictatorial, dirigé par le président Sukarno depuis 1959, est un système qui se maintient sur une sorte d'équilibre extrêmement précaire, équilibre qui existe certes dans la parole de Sukarno entre les forces nationalistes, religieuses, communistes, et puis, même si ça ne fait pas partie de la formule NASACOM, l'armée, qui joue un rôle très important, mais au fond, tous ces soi-disant partenaires se considèrent beaucoup plus comme des adversaires, se regardent en chien de faïence et attendent en quelque sorte que l'un des éléments de cette fragile alliance fasse une grosse bêtise pour pouvoir lui tomber dessus et essayer de l'éliminer. Bon, et le président vieillissant, manifestant quelques signes de maladie, évidemment les échéances paraissent précipitées. On est aussi sur le plan régional, bon j'insiste pas parce que je pense qu'Alain Roussio y reviendra très largement, mais on est dans ce qu'on pourrait appeler la crise du modèle neutraliste. Hein. Faut-il rappeler que Bandung, 10 ans avant ces événements, c'est en Indonésie, hein, c'est la promotion, le moment quelque sorte de gloire du neutralisme à l'échelle asiatique et même afro-asiatique, mais compte tenu en particulier du contexte de la guerre du Vietnam de plus en plus intense dans la région, évidemment ce modèle neutraliste est très attaqué et paraît en crise un petit peu partout. On pourrait faire le parallèle par exemple avec ce qui se passe simultanément au Cambodge, autre pilier du neutralisme des années 50, au Cambodge du prince Sihanouk. Et bon, pour autant qu'on puisse le savoir, mais enfin l'étendue du mystère en fait à ce niveau-là se réduit avec tous les témoignages qui sont maintenant à notre disposition. Ce sont des officiers de la gauche de l'armée, la gauche elle-même, qui reflète en son sein une grande partie d'ailleurs de ces divisions entre gauche et droite. À l'époque, une grosse partie de l'armée a des positions qui ne sont pas très éloignées de celles du Parti communiste, du PKI. Donc des officiers de gauche en contact avec les dirigeants suprêmes, même si ce n'est pas tout l'appareil dirigeant du Parti communiste indonésien, et évidemment avec leur consentement et leur appui, tentent ce que j'appellerais non pas les mots ont leur importance, non pas un coup d'État, mais un coup de force destiné à modifier l'équilibre en place, ce fragile équilibre, en faveur des forces de gauche, en faveur des communistes, à la fois au sein de l'armée, en s'attaquant aux dirigeants considérés à tort ou à raison comme, c'est la raison bien sûr, comme les plus à droite, les plus réactionnaires, et donc si généraux sont purement et simplement exécutés après leur arrestation. Il y a deux autres officiers supérieurs d'ailleurs qui subissent le même sort à Java central, en dehors de Jakarta. La tentative vise à imposer au président Sukarno, dont le degré de consentement reste d'ailleurs une des incertitudes, des mystères de ces événements, de lui imposer un infléchissement à gauche sous la forme d'un conseil révolutionnaire qui viendrait soit se substituer, soit coiffer en quelque sorte l'activité
du gouvernement et qui permettrait en fin de compte aux communistes non pas de prendre la totalité du pouvoir, mais disons de devenir l'élément principal de ce pouvoir politique et d'être en fait candidat à la succession du président Sukarno. Alors, il ne s'agit pas d'un coup d'État en quelque sorte, il s'agit d'une tentative de modifier pour une part l'équilibre du système sans remettre en cause les fondements de ce système et la présidence en particulier de Sukarno. Et face à cela se produit un contre toute force, si je puis dire, dirigé par, dans des conditions sur lesquelles on viendra dans une intervention ultérieure, du général Suharto, un des rares généraux importants qui survit justement à ce coup de force et qui n'est pas du côté des insurgés. Voilà. Ça va, vous entendez? Oui. Oui. Il parvient, bon, c'est des choses qui sont bien connues, sans effusion de sang et en seulement quelques heures, à mettre fin à cette tentative. Donc, ceux qui ont les dirigeants du mouvement du 30 septembre, ainsi qu'un certain nombre de dirigeants communistes, sont, si je puis dire, pour prendre l'expression courante, mis en fuite. Beaucoup seront arrêtés d'ailleurs dans les jours ou les semaines qui suivent. Il ne s'agit pas non plus d'un coup d'État, puisque là non plus, il n'y a pas de tentative de renverser Sukarno, il n'y a pas de tentative de modifier de fond en comble, pour l'instant, le système en place. Tout cela aura lieu, mais il est très important en histoire de ne pas faire de téléologie, ça n'aura lieu que dans des circonstances déjà assez largement différentes, disons à partir de mars 1966, le bouleversement complet en direction de ce qu'on a appelé du régime qui s'est intitulé lui-même l'ordre nouveau n'aura lieu qu'à partir de mars 1966, et encore le processus est loin d'être terminé à ce moment-là. Ni Sukarno ni son gouvernement ne sont renversés, et Suharto, pour l'instant, ne manifeste ni la volonté d'assumer le pouvoir à lui tout seul, ni de proposer un système politico-social, économique différent de celui qui existe. Simplement, l'équilibre que je mentionnais a été effectivement modifié, mais non pas en faveur de la gauche, mais en faveur de la droite, en faveur des couches, des courants, disons, les plus anticommunistes, tant de l'armée que de la société indonésienne. Je m'arrêterai sur ce mouvement du 30 septembre qui a fait couler tellement d'encre, et je dirais trop d'encre, et donc je ne veux pas lui consacrer non plus trop de paroles, je dois me garder un maximum de temps pour pouvoir parler de ce qui est quand même pour moi de loin le plus important, bien sûr le plus significatif, et qui est souvent scandaleusement négligé, même par les auteurs qui ont croit bon de consacrer quelques développements au mouvement dit du 30 septembre, plutôt passé au tout début octobre, c'est-à-dire ces massacres qui vont suivre, non pas immédiatement, mais en général après un temps de latence de quelques semaines, quelques jours au minimum, par exemple comme à Aceh, quelques semaines, voire quelques mois, dans la plupart des provinces indonésiennes, et qui sont évidemment, font ce qui nous réunit aujourd'hui, et ce qui est si important, si significatif. D'autres, le mouvement du 30 septembre, quelle que soit son importance, et évidemment il joue le rôle d'un facteur déclenchant de ces événements, c'est par lui-même, au fond, quelque chose d'assez limité, qui n'a pas eu le résultat escompté et qui n'a pas eu non plus, encore une fois, immédiatement transformé la totalité du système ou des rapports de force. Bon. Alors, donc je passe tout de suite à ces tueries monumentales, en disant simplement, ça permet de faire la transition avec ce premier point, que bien évidemment la peur liée à cette exécution d'un certain nombre d'officiers supérieurs, même de premier plan, s'additionne à une politique que j'appellerais hégémonique du PKI, qui vise dans de nombreux domaines à imposer sa volonté à l'ensemble de la société en utilisant des méthodes pour le moins rudes et peu démocratiques par elles-mêmes. Et tout cela suscite un mouvement en retour extrêmement violent. Sans ça, on ne comprendrait pas pourquoi on a une participation populaire aussi importante à la répression, et au-delà même de ceux qui répriment,
pourquoi on n'a pas eu davantage de mouvements de solidarisation avec les victimes, c'est-à-dire avec les membres du Parti communiste et les membres des organisations de masse et de contrôle qui vont se trouver terriblement massacrés ou emprisonnés, victimisés, pillés, etc. Hein. Je crois qu'il faut quand même prendre conscience que c'est non seulement la partie réactionnaire de l'armée, mais c'est l'ensemble du système politique indonésien, tous les courants, religieux ou laïques, à l'exception de l'aile gauche, mais probablement minoritaire au total, compte tenu de ce qu'on sait du comportement des militants sur le terrain, du PNI, du Parti national indonésien, fondé dans les années 20 par Sukarno. C'est l'ensemble du système politique indonésien qui va non seulement soutenir, mais même participer extrêmement activement à ces massacres. Et donc ça serait à la fois, je pense, voir les choses de façon trop restrictive et au fond se condamner à ne rien comprendre à ce qui s'est passé, et simplement à la capacité justement d'un énorme parti communiste de plusieurs millions de membres d'être vaincu par des corps de répression qui au départ ne font pas plus de quelques milliers, ne comptent pas plus de quelques milliers de soldats, et encore pas forcément fantastiquement entraînés, pas des soldats aguerris dans des guerres par exemple. Comment justement ces groupes ont pu acquérir une telle emprise? Là, il faut évoquer le fait que les massacreurs, en quelque sorte, jouissaient, c'est triste à dire, hein, c'est horrible à dire, du soutien des masses, hein, en tout cas d'une grande partie des masses indonésiennes. Alors, le détail de ces massacres est à la fois quelque chose de complexe, quelque chose de pas encore très connu, j'y reviendrai dans les conclusions sur les incertitudes. Hein. Il faut savoir quand même que les choses se déclenchent sans doute très tôt à Aceh, dans le nord de Sumatra, un endroit d'ailleurs où les communistes sont relativement peu nombreux, mais où ils vont se trouver massacrés pratiquement jusqu'au dernier. Et c'est intéressant de le noter parce qu'à Aceh, il n'y a aucune intervention particulière des autorités centrales de Jakarta. C'est un massacre qui se passe avec les forces locales, essentiellement musulmanes. Aceh est un bastion principal de l'islam le plus rigoriste en Indonésie, et c'est eux qui, comme d'ailleurs dans l'essentiel du reste de l'Indonésie, vont tenir le couteau, au sens propre du terme, puisque la grande majorité des victimes ne sont pas exécutées par balle, par balle, mais ils sont tout simplement égorgés ou assommés à coups de barres de fer. À ce niveau-là, les choses se comparent plus, soit ce qui s'est passé sous les Khmer rouges au Cambodge, soit ce qui s'est passé dans le génocide rwandais. Bon, et à Java, principal, qui compte, faut-il le rappeler, plus de la moitié de la population indonésienne, et qui compte également le plus grand nombre de communistes à l'échelle du pays, le bastion communiste, hein, à Java Centre et Java Est, bien sûr. C'est surtout à partir de l'envoi des paracommandos du colonel, plus tard général, Sarwo Edi, un beau-père, faut-il le rappeler, de l'ex-président Yudhoyono, hein, précédant l'actuel, que c'est surtout à partir de l'envoi de ces paracommandos dans le centre de Java, à partir du 17 octobre, que les massacres vont se déclencher. Alors les choses se passent, il y a une sorte de modus operandi, hein, même s'il y a beaucoup de variations locales, hein, qui sont en fait non pas la commission de la plupart des crimes par les militaires, mais plutôt l'encouragement, l'encadrement, la protection, l'entraînement, l'armement, tout ce que vous voulez, ce qu'on peut appeler des tueurs, des pogromistes, puisqu'il y a vraiment un aspect très net de pogrom, hein, au sens où on l'entend en Europe, dans cette pogrom gigantesque, dans cette chasse aux communistes. Hein. Et c'est en fait l'armée elle-même peu nombreuse, ça ne veut pas dire que les militaires ne commettent pas eux-mêmes de terribles crimes, hein, mais l'essentiel des crimes, ils n'auraient pas pu commettre des crimes aussi gigantesques sans un appui extérieur extrêmement important. Et par exemple, suivant les dépêches du consulat américain, rien que dans la région de Solo, à Java centrale, 24 000 miliciens auraient été entraînés, armés, enfin très sommairement entraînés, très sommairement armés. Enfin, pour égorger des gens, on n'a pas besoin non plus d'un énorme professionnalisme pour aller partir à la chasse aux communistes. Les militaires supervisent,
Ils font dans une certaine mesure, du moins ils essayent de le faire, un peu le tri entre les gens qui sont arrêtés. D'une part pour repérer les principaux responsables qu'on va dépêcher à Jakarta pour les juger, les interroger évidemment, et puis souvent pour les condamner à mort ensuite, mais de façon relativement régulière, et essayer évidemment de mettre un peu à part ceux qui sont manifestement de simples sympathisants, pas trop responsables, qu'on va pas forcément tuer, enfin en tout cas c'est l'intention des militaires, et puis une bonne partie des autres, et la totalité dans certains cas, c'est plus simple, ça va plus vite, sont remis à nouveau aux milices, qui les ont souvent arrêtés pour les remettre aux militaires, pour être entraînés dans un coin isolé de nuit, où les victimes sont soit égorgées, soit assommées. Alors ceux qui, j'ai déjà fait allusion, ceux qui commettent ces crimes sont des milices soit religieuses, soit civiles. Par exemple, je pense que vous êtes beaucoup à avoir vu les films de Joshua Oppenheimer dans la région de Medan, à Sumatra Nord. C'est essentiellement les milices du Pemuda Pancasila, qu'on peut considérer comme une organisation laïque, enfin en tout cas non strictement religieuse, largement composée d'hommes de main, de voyous, de petits voyous locaux, et qui vont participer très largement à ces crimes. Mais par exemple à Java, ou dans la partie ouest de Bali, ce sont essentiellement les forces musulmanes, le grand parti musulman Nahdlatul Ulama, enfin le parti musulman qui n'a pas été interdit, l'autre, Nazumi, bien connu de Rémi Madinier, a été interdit. Ce parti pourtant de musulmans principe modéré, soufi, à travers son organisation de jeunesse Ansor, à travers sa milice de protection Banser, va se montrer responsable en fait d'une très grande partie, voire de l'essentiel des crimes commis en Indonésie à ce moment-là, même si localement il a aussi l'aide de milices des partis chrétiens, qui évidemment sont beaucoup moins nombreux globalement, mais vont aussi participer aux assassinats. Et puis il ne faut pas négliger le fait que les mouvements hindous à Bali vont aussi se montrer particulièrement féroces. C'est sans doute à Bali qu'on a d'ailleurs le taux de perte le plus important, quelque chose comme 4%, 80 000 morts, 4% de la population balinaise, c'est énorme, supérieur aux victimes par exemple de la guerre de 14-18 en France, une référence, qui vont se trouver assassinés en quelques mois. Bon, alors l'armée donc supervise les choses, elle cherche non pas à limiter les assassinats, mais plutôt à les régulariser. Il y a un certain nombre de tentatives, on le voit bien, pour empêcher que les choses dégénèrent dans tous les sens, pour empêcher par exemple à Medan que les voyous du Pemuda Pancasila n'aillent systématiquement piller, éventuellement assassiner les Chinois de Medan, qui sont évidemment en moyenne un peu plus riches que la moyenne des Indonésiens. Donc il va y avoir une tentative, disons, de canaliser en tout cas la répression dans le sens de l'anticommunisme, éviter que ça devienne des règlements de compte généralisés où chacun en fait trouverait son intérêt pour piquer les biens ou la femme du voisin, purement et simplement. Ils vont aussi essayer, donc je le mentionnais, c'est très important pour la réflexion qu'on peut avoir, y compris sur le caractère génocidaire ou non de l'événement, de ne pas tuer l'ensemble des communistes et sympathisants, mais plutôt donc de les trier en trois catégories, je ne rentre pas dans les détails, donc de faire des catégories promises à la mort, mais aussi des catégories qu'on va soit juger, soit mettre un petit peu de côté en attendant mieux, et qui vont d'ailleurs, pour une bonne partie d'entre eux, finir par être libérés. Bon. Le facteur religieux donc est fondamental, c'est largement, il suffit d'entendre le discours, y compris ce qu'on voit dans le film d'Oppenheimer, des bourreaux sur leurs victimes, pour voir que c'est au moins autant en tant qu'athée, en tant que sans Dieu, ennemi de Dieu, que les communistes vont être tués, qu'en tant que ennemis de classe. Dans certains cas, des familles entières sont massacrées. On a en particulier de nombreuses attestations de faits de ce genre à Aceh et aussi à Bali. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas certainement de nombreux cas ailleurs. Bon, je doute quand même que ce soit une pratique généralisée. C'est évidemment important
possible dans la qualification de génocide. Il semble plutôt que dans un grand nombre de cas, les femmes, sauf celles qui étaient très engagées, même par exemple dans le mouvement Guerwani, le mouvement des femmes communistes, les femmes étaient plus souvent préservées que les hommes, quitte à avoir un sort misérable hein, dans les années qui ont suivi, après la destruction d'une grande partie de la partie mâle de leur famille, et être y compris souvent victimes de crimes sexuels, obligés de se remarier de force, y compris avec certains de leurs bourreaux, etc. Enfin, des choses pas drôles du tout, mais un sort quand même différencié entre les hommes et les femmes. On peut estimer, c'est le chiffre qui est généralement donné, à 1,5 million ceux qui sont arrêtés, et pour plusieurs centaines de milliers, ils sont emprisonnés pour des durées longues, de plusieurs années, et pour un nombre important d'entre eux, au moins plusieurs dizaines de milliers, voire plus de 100 000, plus de 10 ans, hein, en particulier dans l'île concentrationnaire de Bourou, hein, dans les Moluques, où on enferme un grand nombre de Javanais. Alors maintenant, puisque je vois que le temps passe beaucoup, hein, quelles sont, bon, quelques minutes, les zones d'ombre. Hein. J'ai essayé de présenter quelques-uns de ce qu'on peut considérer comme des acquis. Maintenant, quelles sont les incertitudes? La première, bien sûr, c'est le nombre des victimes. Alors, le chiffre le plus souvent retenu, hein, c'est... mais j'ai l'impression qu'il y a une petite inflation actuellement, peut-être sous l'effet d'Oppenheimer, de plus souvent retenu, plus souvent mentionné par les historiens, c'est 500 000 morts, même si ça tient un peu du doigt mouillé, il faut bien le reconnaître. Hein, c'est une totalisation à partir d'éléments eux-mêmes incertains. Enfin, on estime qu'il y aurait eu peut-être 200 000 morts à Java-Est, peut-être 100 000 à Java-Centre, 80 000 à Bali. Donc, bon, compte tenu de quelques éléments qu'on connaît des autres provinces, c'est vrai que le chiffre de 500 000 pourrait faire sens. Hein. Il n'est pas invraisemblable compte tenu du très grand nombre d'arrêtés par ailleurs, hein, et compte tenu du fait que, bien sûr, les chiffres que le Parti communiste donnait sur son nombre d'adhérents, bon, je pense qu'ils n'étaient pas forcément plus véridiques en Indonésie qu'en France ou dans la plupart des autres pays. En général, quand les partis politiques ou les syndicats donnent leurs effectifs, on sait très bien que, pas seulement en Indonésie, ces chiffres sont plus que sujets à caution, tendent à connaître une inflation assez considérable par rapport à la réalité. Je dois souligner que même si on prend le chiffre réduit avec 20 guillemets de 500 000, ça représente quand même des pertes humaines absolument énormes. Comme on sait par ailleurs que l'essentiel des assassinats, même ça continue longtemps ensuite, se sont déroulés entre la mi-octobre 65 et la fin février 1966, sur donc une période d'à peu près 130 jours, ça signifie une moyenne quotidienne de 3000 assassinats, soit, je reviens à l'exemple de la Grande Guerre, comme benchmark, si je puis dire, de ces événements, ça représente des pertes 3 fois supérieures à ce que représentait en moyenne une journée de la guerre de 1914-1918, ou alors, si on prend les choses à l'échelle de la population indonésienne, à peu près 3 fois supérieure à celle de la France de 14-18, des pertes donc équivalentes aux pertes subies dans une période semblable par l'armée française. Donc, personne ne peut considérer, bien sûr, qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'absolument effroyable. Bon. Alors, deuxième incertitude, malgré tout, c'est les modalités concrètes de ce massacre. J'ai essayé de donner quelques éléments, mais j'admets qu'il s'agit encore d'une vision très largement impressionniste de ce qui s'est passé. Et on a quand même beaucoup d'incertitudes. J'ai mentionné celle sur, par exemple, le nombre de familles entières qui auraient été massacrées, et plus généralement sur la place des femmes. Il faut faire une histoire, introduire la notion de genre. Je pense que c'est important, mais je ne suis pas dans cette salle, évidemment, il y a des gens qui se connaissent beaucoup plus que moi sur la question. C'est très important d'introduire la notion de genre également dans ces massacres, de voir le sort différentiel qu'ont des femmes et des hommes, hein, mais pour cela, on n'a pas encore les moyens de faire un tableau général hein, de cette répression. On ne sait pas non plus
exactement comment les choses se sont passées très concrètement, est-ce qu'il y a eu une certaine systématicité de ces quelques jours de détention que j'ai mentionnés, comme c'est passé dans de nombreux cas, entre l'arrestation et la mort, savoir si ce sont plutôt les milices ou plutôt les militaires qui ont raté les communistes, savoir combien de communistes, on sait qu'il y en a eu beaucoup, se sont rendus pour essayer, en fait malheureusement ça n'a pas forcément donné de bons résultats, pour essayer d'amadouer un petit peu leurs bourreaux et puis de ne pas se trouver eux-mêmes assassinés. Est-ce qu'il y a eu de nombreux cas, là encore on en connaît quelques exemples, où des communistes ont été plus ou moins contraints d'assassiner d'autres communistes pour essayer de se laver eux-mêmes du soupçon de faire partie de ce mouvement diabolique du 30 septembre. On sait en tout cas qu'il y a eu des cas de ce genre. En ce qui concerne les arrestations, les emprisonnés, on a aussi, là encore, du mal à dépasser une vision impressionniste, donc connaître un tableau complet de ce véritable archipel concentrationnaire qui s'étend sur l'Indonésie, connaître la durée moyenne de détention, le nombre les conditions de vie précises dans ces lieux de détention, l'utilisation plus ou moins systématique des mauvais traitements, de la torture, soit dans la période d'arrestation, où ça semble avoir été très fréquent, soit ensuite, dans toute la durée de la détention. Tout ça demeure quand même extrêmement confus. Le nombre de détenus, je n'ai vu nulle part, par exemple, une évaluation, même approximative, du nombre de détenus qui sont morts dans leur période de détention, au-delà, bien sûr, de la période initiale des massacres, dans les 10 ou 15 années suivantes, où il y avait encore des centaines de milliers, voire ou des dizaines de milliers de détenus. Dizaines de milliers pour la fin des années 60, à partir de la fin des années 70. Bon, au plan de l'interprétation, encore d'autres incertitudes. On continue à s'interroger, je pense qu'on y reviendra, sur le ou les projets politiques, y en a-t-il un ou y en a-t-il plusieurs, du général Suharto, et des partis coalisés autour de l'armée, au-delà de l'élimination conjointe des communistes. Est-ce qu'il y a eu, et si oui, à partir de quel moment, un projet global de construction d'un nouveau système politico-social en Indonésie? Bon, on reste, malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure, on reste quand même extrêmement frappé de la capacité des paracommandos, qui sont à peu près 1 millier d'hommes seulement, à jouer un tel rôle dans l'extension de ces massacres, même compte tenu de ce que j'ai mentionné, l'appui massif des partis religieux, des autres un peu moins massifs, des partis laïcs. Ça reste quand même quelque chose de surprenant. Et la faiblesse, non pas l'absence, il y en a eu quelques-unes, mais la faiblesse des réactions du PKI, sa très grande incapacité à réagir à l'événement, à se mobiliser, à essayer de résister d'une façon ou d'une autre, à cacher ses cadres, reste quand même quelque chose qui est assez stupéfiant et qui mérite quand même certainement d'autres analyses. Bon, faut-il y chercher la solution dans les faiblesses internes au PKI ou dans une radicalisation totalement inattendue, j'ai presque fini, dans la radicalisation totalement inattendue d'un anticommunisme de masse et violent qu'on n'avait pas vraiment connu auparavant en Indonésie, puisque certes il y a eu 2 autres grandes purges des communistes, il faut s'en rappeler, 1965, c'est jamais que la troisième, qui est de loin la plus brutale, la plus massacreuse. Mais il y a eu quand même 1926, insurrection manquée du Parti communiste, réprimée par les forces coloniales indonésiennes, hollandaises, on n'a pas demandé de participation à la population. 1948, l'insurrection de Madiun, dans le cadre de la guerre de libération par rapport aux Pays-Bas, où là encore, ce sont essentiellement des unités de l'armée liées à la direction autour du président Sukarno, qui à ce moment-là penche plutôt pour la droite, qui vont réprimer ce mouvement dirigé par les communistes, mais là encore, il n'y a pas une participation populaire massive, et c'est un mouvement qui géographiquement reste assez limité donc à
une partie de Java Est. Donc là, effectivement, on a cette participation de masse, ce soutien de masse au massacre qui reste sans doute quelque chose qui n'avait pas pu être prévu par le Parti communiste, qui l'a peut-être laissé justement tellement pantois que son absence de réaction peut un peu mieux se comprendre. Alors, ça m'amène évidemment à me poser la question, j'ai fait allusion à 1926, à 1948, à la nécessité, si on veut comprendre les choses, peut-être d'une repériodisation d'événements. Le récit, et le mien n'échappe pas à cette règle qu'on fait généralement de ces événements, commence en 1965, en général une petite introduction sur, comme je l'ai fait, hein, sur la crise indonésienne de 65, sur le contexte international, et puis ensuite on déroule les choses. Et donc on fait finalement de ces massacres une sorte de début d'un processus. Est-ce qu'il ne faudrait pas considérer autrement l'histoire de la violence de masse en Indonésie, par exemple, introduire à sa juste place tout ce qui a pu être entraîné par l'occupation japonaise de 1942, qui après tout, on le sent encore mieux, 50 ans après 65, ne précède que d'une vingtaine d'années, hein, les massacres de 65, et on sait, même si là encore l'histoire reste en partie à faire, à quel point cette occupation japonaise a été violente pour une partie de la population, à quel point elle a contribué à entraîner des antagonismes, des ruptures dans la société qui sont encore très loin d'être réglées en 1965. Et bien sûr, beaucoup de violence également attachée à la période de 1945-1949, aux insurrections régionales qui ont suivi, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail, les historiens de l'Indonésie pourront remplir les blancs, mais incontestablement, on a une histoire de la violence, de l'accoutumance à la violence, hein, qui est un phénomène important et qui doit être pris en considération. Et il faudrait évoquer aussi l'environnement régional, donc élargir aussi la focale au niveau spatial, et évoquer peut-être un cycle régional de violence extrême. Là encore, on peut se discuter de la datation, mais dont au moins l'un des sommets est quand même ce milieu des années 60 qui voit la convergence en Asie orientale de beaucoup de cas d'extrême violence. Et donc, malgré tout, il y a une communication, et pas seulement au travers des ambassades occidentales, des services secrets occidentaux, d'un pays à l'autre. Mais je pense qu'Alain Roussieu en parlera. Bon. Voilà. Alors, je terminerai en disant que, mais ça peut peut-être faire un sujet de débat, que par contre, à mon sens, il n'y a pas de grand mystère en ce qui concerne l'intervention directe des acteurs extérieurs. D'abord, il ne faut quand même pas oublier tout à fait la Chine dans ses intervenants extérieurs. La Chine, dont personne ne doute, ne cache qu'elle est très proche de la direction du PKI, qu'elle est devenue, du fait de la fuite en avant même du régime de Sukarno, qui est quand même le seul pays au monde qui est, à ma connaissance, qui se soit retiré de l'ONU. Hein, quelques mois avant ces événements, et avec le soutien évidemment d'une Chine qui à l'époque évidemment est encore supplantée par Taïwan dans son adhésion à l'ONU et au Conseil de sécurité. Donc absence de capacité, sans doute pas de volonté, mais de capacité de la Chine à pouvoir faire quoi que ce soit d'efficace pour ses amis et alliés communistes indonésiens. Mais en ce qui concerne les Occidentaux, c'est quand même une question que j'ai essayé de regarder. J'ai essayé de regarder quand même toutes les preuves, soi-disant preuves, qu'on pouvait lire ici et là, des interventions occidentales. Elles ne sont pas totalement inexistantes, mais à l'échelle d'un événement pareil, elles me paraissent totalement incapables d'expliquer réellement ce qui s'est passé. Ces interventions américaines, australiennes ou britanniques me semblent quand même extrêmement limitées, tardives par rapport à l'événement, et ne pouvoir expliquer ni ce qui s'est passé le 1er octobre, ni pour l'essentiel les massacres tels qu'ils sont déroulés ensuite. Bien sûr, par contre, elles s'expliquent assez largement à partir de 1966 la capacité du régime Suharto à se stabiliser. Voilà. Et donc
Je terminerai en disant que ce qui est terrifiant, c'est effectivement qu'à l'époque, il y ait eu une telle complaisance, quand même, une telle acceptation, au-delà des responsabilités directes, de ces crimes de masse, et que ça doit peut-être nous renvoyer à une période que souvent en France, où on considère comme la période bénie des 30 Glorieuses, l'époque où tout le monde était gentil, où il n'y avait pas de terrorisme, et où l'économie, il n'y a pas de chômeurs, et l'économie marchait très bien, mais que cette belle période de la guerre froide a été quand même pour de nombreuses parties du monde une période de violence absolument terrible, et qu'il faudrait peut-être effectivement ne pas négliger dans notre vision du passé ces aspects non strictement franco-français ou franco-européens de l'histoire.